sans plus tarder, je vais vous montrer quels sont les résultats de nos dernières recherches, je devrais dire. Et quels sont les outils disponibles au Canada. Que ce soit l'outil de sensibilisation de formation en commotion cérébrale, que ce soit le cours en ligne ouvert. Bon, premièrement, je vous divulgue que je travaille avec les professionnels de la santé. Je travaille aussi dans les commotions cérébrales dans les sports et je reçois des fonds de différentes organisations. Donc, je vous présente le travail qui est la collaboration de nombreux chercheurs à l'échelle internationale. Je travaille avec des chercheurs de partout dans le monde. Il y a des recherches, des cliniciens, toutes sortes d'intervenants. Je travaille vraiment avec toutes sortes d'individus et je voudrais reconnaître leur grande contribution. Je veux aussi reconnaître la 6e conférence internationale qui a fourni des outils pour la préparation à cette rencontre et elle a aussi coordonné tout ce qui a trait à la logistique. Par contre, le comité scientifique était différent que le comité organisationnel. Notre objectif était de suivre un processus scientifique rigoureux pour développer un message simple et clair pour les outils qui permettront aux praticiens de diagnostiquer et de prendre en charge des commotions cérébrales dans le sport. Il est aussi important de reconnaître que ceux doivent être adaptés aux différentes réalités régionales et culturelles. Nous faisons des recommandations basées sur des recherches. Il y a un nombre de documents disponibles. Il y a toutes sortes de données qui ont été publiées. Vous pouvez y accéder gratuitement. Donc, avant le processus, nous avons développé une méthodologie pour écrire une méthodologie. Nous avons aussi développé un processus de consensus a priori avec des experts internes dans le monde des commotions cérébrales pour s'assurer que nous puissions suivre les protocoles les plus rigoureux. Nous avons aussi pris en avant les votes anonymes, les points de vue alternatifs et des déclarations de conflits d'intérêts pendant la conférence. Nos voix, nous sommes très heureux d'avoir pris. Nous avons aussi travaillé avec le Dr McManey qui a fait partie de notre comité scientifique et celui-ci a eu un impact sur le processus. Voilà ici la déclaration. Je vais parler ici des messages assez rapides. On en a parlé un peu aujourd'hui et souhaitons qu'on pourra les résumer pour vous. Donc, je ne vais pas encore une fois vous lire la définition d'une commotion cérébrale, mais je peux vous souligner le travail de Dr. Silverberg. Ils ont travaillé. Voilà ici un processus qui est toujours en cours. Vous pouvez toujours aller le lire dans un de ces éditoriales, mais c'est vraiment un processus que l'on a mis de l'avant. Du point de vue de la prévention, le Dr. Carolyn qui en a parlé un peu aujourd'hui, il y a des recherches montrent que, par exemple, un protège-dents dans le hockey sur glace pour les enfants et les adolescents peuvent amener de la prévention. Il y a aussi une politique visant à interdire le plaquage dans le hockey sur glace pour les enfants. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui en a trait au rugby. Et aussi dans de nombreux sports, on peut voir ici que l'échauffement pour l'entraînement neuromusculaire est essentiel. Donc, nous poursuivons nos recherches, mais cela a été recommandé. Je parle encore une fois du réchauffement pour l'entraînement neuromusculaire. Et la stratégie va aider à réduire le nombre de commotions cérébrales. Nous avons aussi développé de nouveaux outils pour réduire
les commotions cérébrales. Nous voulons, premièrement, en arriver à reconnaître et à éliminer, et ensuite à faire une réévaluation. Donc, nous avons développé les outils pour le sport. Voilà ici l'outil CRT6. Il est fait pour tous les intervenants. Celui-ci va nous aider à reconnaître quand on se doute qu'il y a une commotion cérébrale chez un joueur. On en a parlé il y a quelques années. Nous sommes toujours en processus de mise à jour pour pouvoir mieux reconnaître les commotions cérébrales. Cet outil va continuer à évoluer. L'outil d'évaluation ici des commotions cérébrales dans le sport. Je n'irai pas ici en détail, mais vous pouvez y accéder en ligne. Quant à nos exercices de recommandation, nous avions ici à l'écran des recommandations qui datent de 2017. Et il y avait une petite... maintenant, on est capable... Ce qu'on voit, c'est que suite à une commotion cérébrale, il doit avoir un repos de 24 à 48 heures. Et ensuite, dans les premières 48 heures, il est vraiment important de prévenir et de limiter le temps utilisé devant un écran, parce que cela peut ralentir le retour à la normale. Il y a aussi des études qui démontrent que l'exercice aérobique comme traitement peut faciliter la récupération dans les 2 à 10 premiers jours, peut prévenir une récupération prolongée et celui-ci doit être adapté à l'athlète. Donc, nous recommandons, si jamais, par exemple, on a une exacerbation, je devrais dire, des symptômes, nous devons avoir une augmentation de 1 ou 10 ou sur une échelle de 0 à 10, alors l'activité devrait être réduite à moins d'1 heure. Donc voilà ici une nouvelle façon, parce que maintenant, on est capable de tolérer les symptômes. Donc, je vais vous parler bientôt de la stratégie pour le retour au sport. Du côté de la réhabilitation, nous avons ici des recommandations suite à notre conférence et il y a des traitements qui sont capables de faciliter la récupération. Il y a toutes sortes de traitements qui peuvent aider. Donc, si jamais un individu a des symptômes pendant de 2 à 4 semaines, alors si les symptômes continuent, il doit être référé à un médecin. Nous avons vu qu'est-ce qui en a trait aux symptômes persistants pour les gens qui représentent des symptômes depuis plus de 4 semaines, mais le tout peut être traité. Cela est utilisé pour les 20 à 30 % des individus qui pourraient avoir encore des symptômes après tout ce temps-là. Les recherches montrent que 20 à 30 % des gens peuvent continuer à avoir des symptômes, que ce soit chez les adultes ou alors les enfants. Une évaluation multimodale qui est également évaluée avec une équipe pluridisciplinaire doit être indiquée pour caractériser les personnes présentant des symptômes plus persistants. Mais du côté de la technologie, il y a beaucoup de technologies émergentes, mais elles ne sont pas encore prêtes à être divulguées au grand public, ou plutôt à être utilisées au grand public. Lorsqu'on parle de récupération, les recherches nous donnent toutes sortes d'indications. Mais ce que nous recommandons, c'est qu'il est important de reconnaître non seulement les symptômes, mais nous devons voir qu'est-ce qui se passe quant à la programmation des symptômes. Et nous devons aussi être capables d'évaluer si le joueur est prêt à retourner à son sport. Nous avons aussi passé beaucoup de temps pour définir de quoi la récupération a l'air. Voilà ici les définitions qui ont été incluses dans notre
processus. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, le deuxième point, lorsqu'on regarde ici, par exemple, le deuxième point avec la résolution complète des symptômes ou alors retour à l'apprentissage et le retour au sport. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans notre analyse méta, la plupart des athlètes retournent au jeu dans les 10 premiers jours. On parle ici d'un taux de 93%. Toutefois, dans certains cas, les athlètes vont devoir prendre des stratégies pour être capables de récupérer. Il y a aussi d'autres recommandations qui sont émises à cet effet. Donc, lorsque nous regardons, par exemple, les différentes revues, nous regardons ici quelles sont les recommandations. Et quand j'écrivais cela, le consensus, il était évident que lorsqu'on imbriquait tous ces morceaux ensemble, nous devons être capables de voir quelle est la stratégie. Donc, nous avons décidé de reprendre tous les experts ensemble pour revoir la stratégie. Donc, notre nouvelle stratégie a été très similaire à la stratégie précédente. Toutefois, pour la première étape, qu'on peut voir ici à la deuxième colonne, les activités quotidiennes qui n'entraînent pas plus de micro-exacerbation des symptômes liés à la commotion actuelle. Donc, nous devons prendre du repos et faire un peu d'exercice. Mais quant au retour plutôt, nous l'avons divisé en étapes de traitement. Donc, nous devons voir où est-ce qu'il y a un risque qui pourrait avoir lieu. Donc, on peut toujours avoir des symptômes légers. Le corps peut gérer ces symptômes. Nous devons travailler sur les moteurs sensoriels et comment en arriver à la réhabilitation. Nous avons divisé la deuxième étape entre A et B pour un exercice léger à modéré. Et lorsqu'on parle de modéré, on parle ici de 70% de son rythme cardiaque. Donc, les symptômes peuvent être légers, brefs, mais arrêtés si jamais ça va plus d'une heure. Ensuite, il y a aussi des symptômes qui sont asymptomatiques. Les étapes catastrophes débuter après la disparition des symptômes, des anomalies et des fonctions cognitives et de toute autre constatation clinique liée à la commotion actuelle, y compris avec et sans modification de l'effort physique. Et ensuite, on peut suivre le reste du protocole pour un retour au jeu. Bon, voilà ici un endroit où on a besoin de poursuivre nos recherches. Tout cela est très complexe. Il y a beaucoup de limitations. Il est bien dommage. Mais ce que les recherches nous démontrent toutefois, c'est qu'il n'y a pas de risque accru de dépression, de suicide dans la population en général. Et les individus qui ont participé, par exemple, dans des matchs de soccer professionnels ou de football, pourraient avoir des risques accrus de dégénération neurologique. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient... Mais en fait, les autres facteurs n'ont pas été pris en compte. Donc, voilà ici un endroit où nous proposons nous proposons ici, pour mieux examiner cela, la proposition d'un groupe de travail interdisciplinaire chargé de définir un programme de recherche pour faciliter les réponses à des questions importantes. Bon, quant aux recommandations, le tout doit être évalué au cas par cas. Nous devons travailler de pair avec le patient, l'athlète pour évaluer le risque, le type de blessure, les enjeux éthiques, socioculturels. Mais cela est très important. Et si vous êtes intéressé à cela, je vous prie d'aller lire les recherches en ce sens. Il y a aussi tous les résultats avec les para-athlètes. Et je crois que vous avez entendu d'autres chercheurs aujourd'hui en parler. Et nous sommes très heureux de voir
on va de l'avant sur l'amélioration de nos recherches avec les parents athlètes. J'aimerais toutefois souligner le travail exceptionnel du docteur Jimmy Kressick. Et aujourd'hui, nous avons fait quelque chose en son honneur. Nous avons divulgué. Bon, il est bien dommage, il est décédé l'an dernier, mais il était un Canadien qui a été un pionnier dans ce domaine. Qu'en est-il des recommandations pédiatriques? Bon, bien sûr, on priorise le retour à l'apprentissage. Il est important de maintenir un niveau de vie actif. Nous avons aussi demandé à notre auditoire de voir qu'est-ce qui entrait à toutes les recherches. Par exemple, d'examiner les effets à long terme, mettre l'accent sur la prévention, la réhabilitation. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre temps, mais j'aimerais aussi remercier à toute l'équipe. J'ai très hâte d'entendre tous les présentateurs du reste de la journée et il existe beaucoup de ressources et je vous prie d'aller les voir. Je vous remercie. Donc, elle a partagé une mise à jour sur la recherche à l'international. Celui-ci a été analysé et résumé sur la déclaration des commissions cérébrales. La prochaine chose dont on voudrait parler, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact pour le protocole pour l'éducation ici au Canada? Et les questions clés sont les suivantes. Premièrement, comment les mises à jour internationales sont-elles adaptées au contexte canadien? Ensuite, quels changements les organisations de sport devront-elles apporter suite aux mises à jour? Et quelles sont les ressources et les soutiens disponibles pour les organismes de sport? Parce que nous avons un grand nombre de ressources et d'informations qui pourront nous aider. Ainsi, vous ne devrez pas débuter à partir d'une page blanche. Bon, l'intention ici est vraiment de résumer toutes les preuves que nous avons. Bien sûr, nous devons adapter cela au contexte spécifique. Donc, il est très important de prendre en compte la façon dont nous approchons ces recommandations ainsi que tous les résultats des recherches ici au Canada. Je vais débuter en remerciant le financement de l'Agence de santé publique du Canada. Elle nous a permis à faire ce travail. Elle a permis aussi à harmoniser nos connaissances dans ce contexte. Je vais aussi reconnaître Sport Canada. Et merci pour toutes les ressources qu'ils ont offertes au sein de notre communauté. Donc, nous avons vu comment nous pouvons adapter le tout au contexte canadien lorsqu'on prend en compte, par exemple, le contexte sportif, notre système de santé, mais aussi l'expertise que nous avons partout au pays. Oui, c'est de l'expérience qui a contribué à des définitions basées sur le consensus. Nous voyons que le même processus arrive avec les lignes directives de pratique clinique au Canada. Je vais passer là-dessus plus tard. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre à jour ce processus avec les renseignements que nous avons maintenant et garder l'adaptation parce que ça demeure pertinent au Canada, mais que ça demeure aussi pertinente pour le système du sport. Catherine a soulevé l'information vraiment très rapidement, mais vous voyez, il y a des corps d'évidence qui continuent à se développer et ce n'est pas l'information la plus prioritaire pour les organisations sportives. Quand on doit créer et mettre en place des politiques et des protocoles, donc quelle va-t-elle être la priorité? Donc voilà quelles sont les lignes directives et ce que nous allons continuer à faire pendant la deuxième édition. Tel que je l'ai mentionné, nous avions rédigé des recommandations pris de la rétroaction et maintenant nous sommes dans le processus de gérer, examiner ces suggestions. En fait, après, on va le partager avec vous tous. Ce qui demeure consistant dans la deuxième édition de la ligne directive canadienne, c'est de chercher un abordage exhaustif qui passe par l'éducation, la reconnaissance, enlever quelqu'un, se retirer et le retour à la vie quotidienne à l'école et au sport de façon sécuritaire. On va voir que si on a vu l'édition de l'année 2017 et cette édition, cela demeure le même. Mais qu'est-il donc l'aspect le plus nouveau, le plus innovateur? Tout d'abord, nous avions inclus des informations par rapport à comment devrait-on se servir des lignes directives, particulièrement en ce qui a trait à les athlètes avec des handicaps.
Pendant cette conférence d'aujourd'hui, nous avions vu que c'est essentiel que toutes les personnes qui participent des sports et des activités physiques, quels qu'ils soient, doivent tenir en considération les recommandations qui ont ajouté des informations assez considérables pour nous. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait au Canada, et spécialement par les Olympique Canada. Ce sont des considérations particulièrement uniques pour les athlètes et pour les gens qui se portent bénévoles. Une autre partie nous avons trouvé très importante, c'est la prévention, particulièrement la prévention primaire, c'est-à-dire éviter que les commotions cérébrales arrivent du tout. C'est très spécifique pour chaque sport et pour chaque contexte. C'est très important que les sports, de façon individuelle, continuent à travailler pour mieux comprendre leur propre contexte. Je pense que nous allons écouter de la part des différentes organisations plus tard. Ça va être très intéressant, mais bon, il nous faut un abordage stratégique pour la prévention en tenant en considération les recommandations que je viens de mentionner. Mais bon, quel est l'abordage de la stratégie? Est-ce qu'il comprend des données pour mieux comprendre l'enjeu et pour mettre en place des outils de prévention et pouvoir bien étudier le résultat de cette mise en œuvre? Il va y avoir des mises à jour basées sur la nouvelle évidence qui vont se concentrer particulièrement sur le domaine de la prévention des commotions cérébrales, les différentes étapes pour le retour à l'école, les différentes étapes de l'évaluation médicale, telles que mentionnées par Catherine. Il y a des différents outils, par exemple l'outil pour la reconnaissance des commotions cérébrales. Autres mises à jour vont être, par exemple, s'assurer que le langage soit suffisamment clair pour qu'il puisse être suivi. Et qu'est-ce que ces changements veulent-ils dire pour les organisations sportives? Tout d'abord, on va suggérer qu'elles révisent et mettent à jour tous leurs documents institutionnels. Cela va comprendre mettre à jour le protocole contre les commotions cérébrales, particulièrement celui qui est avec les gestionnaires immédiats, en fait, pour avoir les meilleures pratiques à jour aussi et aussi réviser, le faire de façon quotidienne ou fréquente. Ça fait une partie de la bonne gouvernance. Et vraiment, je les ai mis séparément parce que chaque organisation va prendre un abordage différent par rapport à leur politique et protocole. Dans quelqu'un cas, il y a des organisations qui ont des politiques qui ne contiennent pas le protocole. Il y a d'autres organisations qui combinent le protocole et la politique dans un seul document. Donc, la façon dans laquelle cela est géré va devoir être adoptée au moment de la mise à jour. L'adaptation, la mise en œuvre doit être adaptée à votre protocole. Par exemple, les modèles pour les lettres des médecins que nous avions fournis auparavant, y compris celles qui doivent être présentées dans les écoles au moment de retour aux classes pour établir quel va être le moment de l'évaluation et de le suivi. Si c'est ça le modèle que vous employez, donc on doit le mettre à jour. Les formulaires d'Internet pour compléter avec les informations de votre protocole, comment faire le suivi, tout ce type de choses doivent être révisées de façon bien vaste pour faire en sorte que tous les protocoles et politiques soient consistants partout dans chaque organisation pour communiquer toujours la même information. Nous voulons faire en sorte de pouvoir partager les ressources et les informations de façon plus vaste, de façon consistante et harmonisée. Est-ce que les informations qui sont dans votre site web sont-elles mises à jour ou on doit les mettre à jour en fait? Des présentations de formation, d'éducation, on doit étudier si elles doivent être mises à jour ou pas. Le changement de processus,
doit être bien partagé avec toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui interagissent avec votre protocole. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous avons hâte de pouvoir vous appuyer pendant tout le processus qui va vous permettre de mettre à jour votre organisation. C'est un processus qui a commencé il y a 7 ans, donc on doit bien le mettre à jour. Nous allons présenter une version mise à jour du modèle harmonisé et de tous les documents que nous avions présentés auparavant. Des modèles pour les lettres médicales, entre autres. Nous avions présenté aussi, et Catherine a été essentielle pour ça, un formulaire pour que les différentes organisations présentent un abordage spécialisé du retour à l'activité. Additionnellement, nous n'allons pas vous laisser tout seul pour trouver qu'est-ce qui a changé. Nous allons présenter un résumé des changements dès la version de l'année 2017 pour qu'ils puissent être localisés et bien compris de façon facile. Additionnel, nous allons présenter des sessions web pour pouvoir réviser les changements, les ressources et aussi répondre à toutes les questions que vous pouviez avoir. Aussi, pour vous donner la chance de non pas seulement aux organisations de sportives en fait, mais pour les organisations de la santé publique, entre autres. Nous allons fournir de l'appui de façon individuelle, tel qu'il le sera nécessaire. Nous savons que chaque organisation a des différents besoins, de différentes capacités, et nous avons hâte de travailler avec chaque organisation pour voir de quoi vous disposez, de quoi vous avez besoin et comment on peut se servir de tout ça de la façon la plus efficace possible. Nous savons que de votre côté, on doit faire le travail de la mise en place, la communication, et nous voulons vous aider avec tout ça. Cela va être fourni dans les 2 langues officielles de façon gratuite pour qu'il n'y ait aucune barrière. Maintenant, pour conclure, je vais vous poser une question pour que vous rameniez à votre organisation. Je vais vous demander, quel est votre point de partie maintenant? Où est-ce que vous vous trouvez dans ce processus? Et quelle est votre suggestion pour commencer et pour avancer dorénavant? Peut-être vous avez travaillé avec moi pendant les dernières années. Peut-être vous avez travaillé avec des différents modèles déjà préétablis. Ces documents seraient de l'année 2017 ou plus tard, parce que c'est dans l'année 2017 que nous avions fait la dernière mise à jour. En vous basant sur cela, vous pouvez faire les recommandations nécessaires pour améliorer votre processus. Peut-être vous avez un protocole qui avait été établi avant l'année 2017, ou peut-être vous venez de vous rendre compte que votre processus n'est pas harmonisé. Vous pouvez réviser les changements recommandés, vérifier quelles sont les mises à jour recommandées, ou bien vous pouvez jeter ce que vous avez déjà et commencer à nouveau en tenant en considération les recommandations officielles. Finalement, peut-être vous n'avez pas un protocole pour les commotions cérébrales encore. Nous aimerions vous aider pour que vous ayez un. Donc, c'est pour à ce but, nous avons un modèle harmonisé. Nous pouvons vous aider avec ça pour que ça soit votre point de partie. Des différentes façons de vous appuyer. Nous ne voulons pas que tout le monde sente qu'ils doivent devenir un chercheur pour pouvoir être à jour dans le processus d'harmonisation. Donc, merci beaucoup. Ici, je vous laisse mes informations de contact, des coordonnées en fait. J'ai hâte de prendre vos questions. Merci.